Bonjour et bienvenue dans Le Bruit de l'eau, le nouveau podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Yann Laudec et je suis le directeur du réseau de laboratoire Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité technique et scientifique en lien avec l'analyse des eaux. À chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs invités de sujets d'actualité sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Semandi, référent technique chez Eurofins Hydrologie France. Mathieu nous parlera des perfluorés, de leurs origines et de leurs effets sur la santé et l'environnement. Bonjour Mathieu. Bonjour Yann. Alors, les perfluorés, plus communément appelés PFAS pour leur terminologie anglaise, on en a beaucoup entendu parler récemment à travers des reportages télé, des articles de presse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'ils sont et leurs origines ? Alors, les perfluorés, effectivement, qu'on appelle plus communément PFAS, constituent une famille de 4700 molécules qui sont composées de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Et ces molécules sont qualifiées de polluants chimiques éternels. Qu'est-ce que tu entends exactement par polluant éternel ? En fait, on les qualifie de polluants chimiques éternels parce que leur structure chimique est composée d'une chaîne carbone-fluor, qui sont des liaisons très stables et qui leur confèrent une très bonne résistance à la dégradation et donc une capacité à persister dans l'environnement et dans nos organismes. Mathieu, pourquoi ces substances sont utilisées ? Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte on peut les retrouver ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces substances ont été découvertes dans la fin des années 30 et que leur utilisation s'est généralisée dans les années 70. Alors pourquoi elle s'est généralisée ? Pour leurs caractéristiques physiques qui les ont rendues et qui les rendent encore aujourd'hui incontournables. Résistance à l'huile, résistance à l'eau, aux températures élevées, aux produits chimiques, pour leurs propriétés antiadhésives et j'en passe. On va donc les retrouver dans les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine avec des revêtements antiadhésifs, les mousses anti-incendie, les vêtements techniques et la liste n'est pas exhaustive. De manière plus précise, est-ce que tu peux indiquer à nos auditeurs comment on est exposé aux PFAS ? Les PFAS, on les retrouve absolument partout, dans tous les compartiments d'environnement, dans tous les maillons de la chaîne alimentaire. Dans l'eau que nous buvons, par exemple, qui est une des principales sources d'exposition, dans l'alimentation, donc dans les aliments riches en PFAS, comme les poissons, les mollusques, les crustacés, ou même lors de la préparation, de la cuisson des aliments, quand ils sont en contact avec les surfaces antiadhésives, par inhalation, pour les professionnels, par exemple, qui sont en contact avec ces molécules, comme les pompiers, ou encore par contact dermique avec les vêtements techniques ou les cosmétiques. Quand tu précises de l'eau, c'est donc effectivement les principes de potabilisation de l'eau ne permettent pas une extraction totalement complète des PFAS actuellement et donc on pourrait en retrouver dans l'eau potable. Alors oui, tout à fait. On pourrait et on en retrouve dans les eaux potables. Le process de potabilisation n'est pas exclusivement ciblé sur les PFAS. Il va cibler les molécules polluantes en général et pas exclusivement les PFAS. Et effectivement, on va pouvoir en retrouver. Pour pouvoir potabiliser, il faudrait mettre en place des infrastructures qui sont très onéreuses et ce n'est pas le cas à date. En effet, pour compléter, les process d'oxydation mis en place sur les stations sont déjà très évolués, mais les PFAS sont des molécules, comme tu disais, extrêmement résistantes et qui donc résistent même au process d'oxydation mis en place et de traitement mis en place par l'ensemble des stations de potabilisation. Est-ce que la présence des PFAS au quotidien et sur l'ensemble des produits que tu as cités peut avoir un impact sur notre santé ? Alors oui, ils peuvent avoir un impact sur notre santé. Il y a des effets sanitaires, des effets sur notre santé qui sont avérés, qui sont bien documentés, et d'autres qui sont suspectés. Parmi les effets avérés, on peut citer les maladies thyroïdiennes, le taux élevé de cholestérol, des lésions hépatiques, des cancers du rein ou des testicules. Et parmi les effets suspectés, on peut citer le cancer du sein, l'inflammation des intestins, l'hypertension gestationnelle ou encore l'augmentation du risque de fausse couche. Mais dans les deux cas, on n'est pas sur des listes exhaustives, il y a bien plus d'effets que ceux que je viens d'énumérer. Absolument. Également, les PFAS ont un impact sur l'environnement, Mathieu. Oui, bien sûr. Les PFAS, comme on l'a dit précédemment, de par leur structure qui est très stable,
ne vont pas se dégrader après utilisation des biens de consommation qui contiennent des molécules PFAS. Et quand on va les rejeter dans l'environnement, ils ne vont pas se détruire, ils vont être transportés loin des sources d'émissions et ils pourront contaminer in fine les sols, les eaux, que ce soit de surface ou souterraines. Alors, on a bien entendu parler des PFAS et notamment il y a eu plusieurs scandales sanitaires et écologiques déjà liés aux PFAS, notamment à l'étranger. Est-ce que tu peux nous citer les principaux scandales qui sont apparus ces dernières années? Alors, il y a par exemple une société chimique aux États-Unis, en Virginie occidentale, qui produit des poêles avec un revêtement antiadhésif en téflon et qui a pollué avec le PFOA, une des molécules des PFAS les plus connues, les eaux de surface et les eaux de consommation, donc aux alentours de l'usine. Ou plus près de chez nous, une autre usine chimique en Italie, en Vénétie, qui a pollué la plus grande nappe phréatique d'Europe, toujours avec le même constituant, le PFOA. Et il y a aussi eu un autre scandale sanitaire aux États-Unis en 2018? Effectivement, en Minnesota, aux États-Unis, il y a eu une usine chimique qui produisait des PFOS et des PFOA et qui a pollué des eaux souterraines, effectivement, et le scandale a été déclaré en 2018. Donc c'est principalement des sociétés, on va dire, industrielles qui, à travers leur procédés chimiques, rejettent un peu de perfluoré dans les eaux qui peuvent être amenées à être consommées par l'homme ou le bétail et ou dans les aliments, si je comprends bien. Tout à fait. Et qui se retrouveront dans les aliments in fine. Les perfluorés, c'est une des classes des micropolluants. Nous, chez Eurofins Sidérologie, on teste des milliers de différents micropolluants, qui soient d'origine organique ou inorganique, qui se trouvent dans les eaux. Qu'est-ce qui distingue les perfluorés des autres micropolluants qu'on peut retrouver dans l'eau? Tout d'abord, les perfluorés ont une origine exclusivement anthropique, c'est-à-dire toutes les molécules ont été fabriquées par l'homme, sont issues de la main de l'homme. Et leur structure, comme je l'ai dit précédemment, confère une stabilité très forte aux molécules et donc une extrême persistance dans notre environnement et dans nos organismes, avec une forte prédisposition à la bioaccumulation. Ils ont une demi-vie de 4 à 5 ans. Donc, pour information, une demi-vie, c'est le temps nécessaire pour diminuer de 50% la concentration de la molécule. À titre comparatif, le bisphénol A a une demi-vie de quelques heures. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a plus de 4700 types de molécules différentes pour les PFAS. Est-ce que certaines sont plus dangereuses que d'autres? Alors, la dangerosité de toutes les molécules n'a pas été déterminée. Cependant, les molécules les plus connues comme le PFOA pour acide perfluorooctanoïque et le PFOS pour acide perfluorooctane sulfonique ont fait l'objet d'une interdiction de fabrication et d'utilisation au niveau européen. C'est notamment le PFOA, un reprotoxique et cancérogène avéré, qui a été mis en évidence dans les scandales sanitaires précédemment évoqués. Mathieu, comment contrôle-t-on aujourd'hui la présence de PFAS dans les eaux en France? Donc aujourd'hui, on fait des analyses de PFAS dans les eaux de surface, dans les rivières, les cours d'eau. Et à partir de 2026, on va avoir pour les eaux de consommation, dans l'eau que l'on boit, une liste de 20 PFAS qui devra être analysée selon la directive européenne de 2020 avec une limite de qualité fixée à 0,1 microgramme par litre pour la somme de ces 20 molécules dans les eaux de consommation. Les PFAS font l'objet d'une grande étude et de beaucoup d'analyses à travers le monde. Eurofins est évidemment leader de l'analyse des PFAS à travers des laboratoires de spécialité aux États-Unis, en Europe et en Australie. En France, la réglementation aujourd'hui, donc ce dont tu parlais Mathieu, la déclinaison des règles européennes n'est pas totalement terminée. Néanmoins, Eurofins a des compétences d'analyse des perfluorés sur des limites de quantification et sur un panel de molécules qui est conforme à la réglementation européenne pour la directive eau propre. Elles vont même au-delà des réglementations pour la partie eau douce, où nous testons plus de 50 perfluorés. Nous poussons toujours un peu plus loin les détections de molécules. Nous allons, d'ici à la fin de l'année, détecter plus de 75 molécules. On est bien entendu sur notre site de Maxéville, à la pointe de la technologie. Mathieu, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les technologies de détection
de ces perfluorés exactement? La technique mise en œuvre est une technique de chromatographie en phase liquide couplée à une double détection en spectrométrie de masse. Pour les eaux propres, l'injection de l'échantillon va être directe. A contrario, pour les autres eaux, on va avoir une phase d'extraction sur cartouche SPE, c'est une cartouche en résine, qui va permettre de concentrer l'échantillon et de diminuer la limite de quantification. Et l'analyse se fait de la même façon par la suite. Le développement de ces méthodes analytiques est assez complexe, a fait l'objet de plusieurs mois et années de développement au sein de notre site de Maxéville. Et comme tu le précises, les techniques de concentration sur des cartouches permettent d'absorber directement les molécules et de les concentrer et nous permet donc de descendre à des niveaux de quantification, tu le précisais, qui vont au microgramme, mais je crois qu'on est également capable de descendre jusqu'au nanogramme par litre sur certains perfluorés. Mathieu, merci beaucoup pour ta participation et ton éclairage sur les perfluorés. Merci à toi Yann. Merci de nous avoir écoutés, c'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain podcast consacré à la réutilisation des eaux usées traitées. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France.